Salut à tous, merci d'être dans le podcast CM au sommet, c'est Julien, je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube si tu regardes cet épisode sur YouTube ou dans mon podcast si tu l'écoutes sur Spotify, Apple Podcast et toutes les applications de streaming audio. J'ai le plaisir de recevoir Jonathan Chan aujourd'hui dans le podcast, je suis très heureux parce que Jonathan, c'est vraiment un pilier de la création de contenu B2B sur LinkedIn. Enfin, je pense que tout le monde a vu au moins une fois ses infographies sur Thread, sur LinkedIn, sur les médias que les community managers utilisent pour aller s'informer, Digimind, etc. Et donc, je trouve que c'était vraiment pertinent de l'inviter dans l'émission. Donc, salut Jonathan. Bonjour Julien. Je suis vraiment très heureux de te recevoir. Alors, juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais t'inviter à aller regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM en Vive pleinement. Le lien est juste en description sous l'épisode. Donc tu vas voir cette masterclass, j'explique en fait comment devenir CM et moi comment je suis devenu avec ma méthode, etc. Ça va sûrement t'intéresser si c'est ton rêve de devenir CM. Voilà, on commence l'épisode. Alors Jonathan, juste avant de te présenter, on avait une conversation juste avant et je trouve que c'est super intéressant de la continuer. Je sais qu'on reprend un peu le fil en plein milieu, mais après je te poserai des questions plus pour te présenter, etc. Est-ce que ça te dit de continuer la conversation qu'on avait ? Oui, bien sûr. Ok. On disait, en fait, Jonathan me demandait quelle était ma position par rapport aux créateurs qui B2B qui peuvent subvenir à leurs besoins et c'était quoi ma position par rapport à ça. Et en fait, il était en train de m'expliquer l'écosystème, comment il se composait. Et je trouve ça hyper intéressant. Vas-y, tu peux continuer. Oui, non, c'est ce que je veux dire. Oui, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il existe très peu de créateurs de contenu qui arrivent à subvenir à ces besoins. On note par exemple que, là, je note une étude de Rich qui dit que 25% des créateurs aujourd'hui gagnent plus de 10 000 euros par an. Donc en soi, pas grand-chose, surtout si tu es parisien, en soi. Ouais. Donc forcément, beaucoup de ces créateurs dans le domaine du B2B vont aller avoir d'autres activités à côté. Ça peut être de la formation pour beaucoup d'entre eux. Ça peut être aussi donner des cours, ou ça peut être aussi... il y en a beaucoup aussi qui sont salariés. Et d'ailleurs, de mon côté, j'ai été salarié pendant 8 ans, et en même temps créateur de contenu, et je suis passé créateur de contenu depuis 1 an. Donc en soi, le créateur de contenu, c'est surtout majoritairement un salarié ou un freelance qui a d'autres activités qu'un créateur de contenu qui s'occupe à temps plein de ses activités d'influenceur. Surtout qu'en fait, en soi, c'est un secteur assez atypique de manière parce qu'en fait, le créateur de contenu a besoin, en B2B, a besoin d'expérience en fait pour qu'il puisse générer cette confiance auprès de son audience. Il faut que, par exemple, dans le domaine de la productivité, dans le domaine de générer du chiffre d'affaires dans un levier, il faut que lui-même il teste ses leviers, il faut lui-même qu'il a des retours de ses clients. Donc en soi, c'est plus naturel finalement que les créateurs de contenu qui gèrent le plus confiance, ce sont les experts de ce domaine. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que, comme tu le dis, le créateur de contenu B2B, s'il n'a pas généré de chiffre d'affaires en testant ses méthodes avec des vrais clients, est-ce qu'il est vraiment pertinent, tu vois ? C'est vrai, c'est une bonne question. Bah, disons que, en fait, je vois beaucoup de créateurs de contenu derrière, voilà, qui n'ont pas vraiment totalement tout testé, mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même, même si vous n'avez pas tout testé, et d'ailleurs, c'est mon cas désormais, puisque je suis passé quasiment un temps plein sur ce sujet-là, je pense que c'est pas mal d'aller se renseigner. De mon côté, je lis pas mal d'études, aussi je croise beaucoup aussi de retours d'expérience de différents types de personnes. Derrière, j'ai aussi des outils permettant de comparer les années, les différentes performances, par exemple des pages, par exemple dans le social media, par exemple, on peut citer un outil comme j'utilise pas mal, c'est Metricool, que tu as accueilli récemment, et qui font par exemple de l'analyse de concurrence. Mais ça peut être aussi du social media listening avec un de mes partenaires avec qui j'ai déjà travaillé, qui est Talkwalker, mais ça peut être aussi Digiman, et on a de l'écoute sociale qui permet de savoir un peu, on voit un peu les différents signaux faibles. Est-ce que par exemple, sur le mot-clé qu'on a analysé derrière, est-ce qu'il y a eu des mots-clés c'est positif, et qu'est-ce qu'il y a eu aussi est-ce qu'il y a eu l'UGC en utilisant cette opération de communication. Donc c'est important aussi de savoir utiliser ces types d'outils. Ok, ouais, là tu vas déjà direct hyper loin dans la technique. Talkwalker, il n'y a pas tout le monde qui utilise ce type d'outil en social listening puisque c'est hyper précis, c'est assez l'outil est assez on va dire assez cher aussi, tu veux déjà donc.
c'est vrai que au niveau, bon, voilà, c'est ton partenaire, donc on va pas trop en parler. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Le créateur de contenu B2B, il doit avoir une certaine expertise, il doit comprendre de quoi il parle et il doit surtout pouvoir se nourrir d'analyses et pouvoir les restituer ensuite. Euh, Moi, j'ai l'impression quand je vois ton travail sur LinkedIn depuis des années, enfin, ça fait des années que je te vois. En 2019, quand j'ai commencé, tu étais déjà là. En fait, tu créais déjà du contenu sur les réseaux sociaux à propos de la tech. Et, euh, et moi, ce que je comprends de ton métier de créateur de contenu, c'est que t'es une espèce de vulgarisateur, synthétisateur d'énormes analyses. Est-ce que c'est un peu ça ton... Du coup, c'est vrai que moi, je suis parti à l'envers, plutôt. D'habitude, le parcours du créateur de contenu, ça serait plutôt, oui, du coup, j'apprends quelque chose. Voilà, j'ai une vision, disons, assez petite de la chose, où, en fait, où je n'ai pas d'analyse sur le sujet, mais au fur et à mesure, je suis resté à le développer pour reconstruire un poste. Moi, de mon côté, je suis parti de l'inverse, c'est que j'ai beaucoup d'informations Ouais. d'un côté, et après cette information-là, il faut que j'arrive à la synthétiser. Parce que c'est vrai que, en fait, je m'en suis rendu compte quand je travaillais que, en fait, avant, je faisais des reportings, et beaucoup des reportings, je sortais plein de chiffres. Sauf qu'en fait, ça plaisait aux gens qui aimaient les chiffres, mais ça faisait endormir les autres personnes qui n'aimaient pas du tout les chiffres. Donc je me suis dit, bah, comment on fait finalement intéresser un peu tout le monde, c'est-à-dire ceux qui aiment les chiffres, parce que c'est mon côté analyse derrière, mais aussi ceux qui préfèrent peut-être plus aller dans des communications dites émotionnelles, ou du storytelling, ou, ou sinon un peu des synthèses. Donc c'est pour ça que j'ai appris à, notamment en tant que créateur de contenu, de faire des choses plus synthétiques, mais finalement il y a aussi ce côté, même si c'est un peu parfois, c'est pas très noble de dire ça, mais en fait, il ne faut pas sous-estimer l'apport du design derrière, sélectionner les bonnes informations derrière et aussi avoir une bonne conclusion. Il ne faut pas sortir des chiffres sur des chiffres, puisque je pense qu'à la fin, ça risque d'assommer plus les personnes que Hmm. d'autres, mais c'est de dire, ah, oui, ok, je sélectionne ce chiffre, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre-là derrière? Et quel impact, quelle action tu peux effectuer en faisant cette analyse de chiffres? Il faudrait plutôt plutôt le faire de ce côté-là. Donc, il faut concilier. Donc, en soi, je dirais qu'il faut concilier, pour que ce soit un bon créateur de contenu, il faut à la fois concilier l'analyse, mais aussi finalement le côté graphique, design, et aussi le côté un peu logique, stratégie. Donc, la synthèse des choses. Et je pense que les trois font un bon mélange. Et, bon, après, on va rajouter un petit peu de beurre sur la bandine, hein, parce que maintenant, Hmm. il y en a beaucoup qui le font. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ouais, je résume un peu ce que tu as dit. C'est vrai que pour être un bon créateur de contenu, tu dis qu'il faut à la fois être capable d'analyser, d'avoir une touche graphique, en tout cas un design, quelque chose qui apporte un plus à ton contenu, c'est-à-dire qu'il le rende beau, esthétique, et aussi un côté stratégique où il faut que ces chiffres ils servent quand même à quelque chose, donc une conclusion qui apporte aux clients et à ta communauté, quoi. Ok. Est-ce que D'ailleurs, tu disais, avant l'épisode, tu disais, voilà, tu es un des seuls créateurs de contenu B2B aujourd'hui qui peut subvenir à ses besoins. Tu as dit tout à l'heure que il y avait 27%, c'est ça, des créateurs de contenu qui vivaient de 25%. leur... Ouais, Ouais. 25, t'as dit? 25% des 25. créateurs de contenu aujourd'hui gagnent plus de 10 000 € par an, selon une étude de Rich. Alors, ça, du coup, c'est une étude B2C et B2B, Ah, ok. tout confondu. Ok. En B2B, c'est plus compliqué. On doit même être autour de 10%, on va dire. Mais c'est quoi la différence? Enfin, tu vois, un créateur de contenu B2C, c'est des gens qui font des vidéos, des personnes c'est des créateurs qui font des vidéos sur TikTok, et sur la déco ou sur des thématiques qui peuvent intéresser des marques en B2C de consommation, quoi, on va dire, le grand public. Mhm. Mais un créateur de contenu B2B, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Oh, disons que déjà, il faut voir un peu quelle est son audience. C'est vrai que euh, là, comme on va d'abord s'adresser à des professionnels, la question qu'on va se poser, c'est comment finalement ce contenu va-t-il résonner auprès des professionnels et, ça, il y a aussi, comme l'acte d'achat est plus long, c'est aussi de savoir comment donner un contenu qui est satisfaisant en fonction de la stade de maturité d'achat de la personne, mais aussi, mais c'est ça qui est enrichissant aussi, c'est que parfois on a une personne qui
on va s'adresser d'abord à une personne qui a l'idée derrière, mais cette personne qui a l'idée, c'est pas une personne qui décide. En fait, il va plutôt informer le décideur, derrière, peut-être le CFO, derrière, qui va lui opérer l'achat. Et donc aussi, il faut aussi voir un peu quels sont les différents personnages pour mener à cet achat. On va peut-être aller pour le moment sur plutôt la maturité au niveau du contenu. Pour commencer, les réseaux sociaux, c'est un parfait canal, comme LinkedIn par exemple, en B2B, c'est un parfait canal pour finalement, disons, inspirer, donner l'idée de ce que la personne peut avoir besoin, mais finalement aussi donner des contenus qui soient utiles derrière. On ne peut pas aller dans une approche tout de suite directe sur de la vente. Beaucoup de personnes feront cette approche-là. Puis après, par la suite, s'ils sont vraiment potentiellement intéressés, on pourra aller sur et donc ils souhaitent approfondir, on peut aller par exemple notamment sur des formats derrière comme des podcasts ou des newsletters, comme le podcast comme on le fait derrière. Et là, on peut approfondir les idées derrière pour en fait faire un peu mûrir sa décision derrière sur le fait ou non qu'il a besoin par exemple de cette solution en B2B. Donc, et tout ça, c'est finalement ça, quand on créateur de contenu, c'est avoir à disposition une diversité de contenus qu'on pourra activer au fur et à mesure du stade d'achat du décideur. Après, bien sûr, moi de mon côté, je suis plutôt spécialisé sur les réseaux sociaux, donc du coup, je suis plutôt dans le côté notoriété. Et c'est vrai qu'on a, du coup, sur ce côté notoriété, j'ai quelques formats plutôt faits pour la notoriété et juste d'autres formats qui sont plutôt faits pour générer du trafic. Ouais. Et du coup, tu vois, je disais la question, je disais qu'est-ce que tu fais en tant que créateur de B2B? Donc, ok, c'est bien ce que je comprends, c'est toi tu génères la notoriété pour des marques, tu les aides à générer de la notoriété et du trafic. Et mais toi, c'est un peu spécial ton approche parce que tu fais pas des vidéos en mode tu te mets en scène où tu incarnes tes vidéos et tu parles d'un produit spécifique ou quoi. Toi, tu fais des infographies, donc c'est assez spécifique en fait. Je pense que, en fait, oui, mais je pense que tu as un biais sur le sujet, on va dire comme ça. Alors, en fait, le biais est tout simple. C'est que quand je fais des infos, beaucoup de gens se souviennent de ce que j'ai fait infographie parce que, en fait, c'est le format idéal qui génère de la viralité. C'est vrai que tous les infographies que je vais réaliser vont générer en moyenne 3 2 à 3 fois plus d'impressions que tous les autres formats que je fais. Mais après, est-ce que c'est le format idéal en soi? Oui, pour la notoriété, mais pas du tout. Je dirais que c'est pas vraiment idéal pour la conversion. Par exemple, au niveau de la conversion, trafic et conversion, je préfère largement faire un carousel qui apporte certes moins d'impression, mais qui apporte largement plus de clics par la suite. Et en ce qui concerne la vidéo, oui, j'essaye en ce moment d'en faire et c'est plutôt pas mal parce que ça améliore la mémorisation et ça génère aussi pas mal de conversations en faisant de la vidéo. Derrière, parce que j'en ai fait un par exemple récemment pour Famicom. On l'a fait un peu en mode humoristique derrière à la sauce Dragon Ball. Et ça a pas mal plu parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Ok. Toi, quand les marques elles viennent te voir, tu leur dis, enfin, Metricool, ils ont une énorme étude de malade mental sur les tendances des réseaux sociaux en 2024. Ils viennent te voir, ils te demandent quoi en fait? Ils te demandent de synthétiser ça dans un contenu ou c'est toi qui leur proposes? En fait, c'est quoi les différentes prestations que tu proposes à des marques en tant que créateur de contenu B2B? Oui, ouais, comme toi, j'ai un deck et dans ce deck, en fait, je propose différents formats de contenu. Les quatre principaux que j'ai à l'heure actuelle, du coup, c'est l'infographie, le carrousel, la vidéo et quelque chose qui s'appelle le live tweet, comme par exemple, du coup, live tweet et live thread lors d'un événement que je vais opérer. Comment la collaboration est faite avec la marque? Alors, soit c'est la marque qui va me voir, ou ça c'est moi qui vais voir la marque. Metricool, c'est plutôt mutuel. C'est-à-dire, du coup, nous, on est tous les deux intéressés pour collaborer, parce que Metricool délivre des études très intéressantes avec beaucoup de chiffres. Donc, moi, naturellement, c'est un contenu, si c'est un contenu que moi-même j'ai envie de faire naturellement, voilà, c'est gagnant pour tous les deux Hmm. qu'on puisse collaborer. Et du coup, alors comment Metricool brief? En soi, ça dépend des marques. Je pense que la première fois, la marque elle a tendance à pas mal briefer. Parce qu'en fait, elle ne se sent pas confiance par rapport à ça. Mais au fur et à mesure, la marque laisse souvent plus de latitude au créateur de contenu pour que lui-même fasse sa propre analyse. De mon côté, en fait,
ce qu'on fait avec Metricool, c'est assez spécifique. C'est qu'en fait, il me donne à la fois le livre blanc, mais il me donne aussi un fichier Excel, plutôt un fichier Google Data Studio, où en fait je peux analyser moi-même les différentes données. C'est pour ça que je peux sortir parfois des données qui ne sont même pas dans l'étude de Metricool, parce qu'en fait je trouve que ces données peuvent être intéressantes derrière. Et donc à partir de là, on rentre dans cette créativité créativité ou l'approfondissement du créateur de contenu. En fait, on va analyser ces informations que du coup l'annonceur n'a pas réalisé, et du coup en fait ça fait que cette communication est complémentaire finalement à ce que fait par exemple la marque en question. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pu faire sur Metricool, il y a, notamment, qui était un peu différent. Par exemple, j'ai pu analyser sur LinkedIn quelque chose qui était intéressant, c'était de savoir, en fonction du nombre d'abonnés, combien de pourcentage de ton audience tu touches. En fait, et du coup, Metricool n'avait pas cette donnée, enfin, elle avait cette donnée, mais elle n'avait pas traité cette donnée. Et donc, de mon côté, du coup, j'ai pris le pas de traiter ces données en calculant une médiane derrière. Et ça permet de savoir notamment que, voilà, par exemple, que si tu avais, j'ai plus des chiffres exacts en fois, mais si tu étais entre 0 et 500, tu touchais 25% de ton audience, mais si tu étais à plus de 58, tu touchais à peine 2% de ton audience sur LinkedIn. Mais c'était intéressant parce que ça permet d'abord de se dire que plus ton audience grossit, et moins tu vas toucher proportionnellement ton audience. Qu'il faut se référer à cette base pour faire ton calcul d'atteinte de ton audience. Ok. Ouais, bah là c'est intéressant. Donc pour eux, t'as créé ça et du coup avec ce fichier énorme de chiffres, ça doit être un fichier mais gigantesque, j'imagine, avec plein de lignes et plein de colonnes. Et avec ça, t'as généré une infographie toute simple, hein, c'est ça, deux ou trois même, je crois. Bah, disons que si je voulais, je pourrais faire 4 photographies, mais c'est pas l'objectif de faire 4 photographies. L'objectif, c'est de trouver les informations les plus nécessaires, et puis après, par la suite, faire du coup une D'accord. infographie synthétique. Mais oui, j'en ai fait un récemment, notamment pour Rich, donc une agence spécialisée dans l'influence marketing. Et là, du coup, au lieu de faire une édition, j'ai fait 3 infographies. Une où j'ai posté 2 infographies en même temps, et une fois j'ai posté, et à la semaine suivante j'en ai posté un. Et ça, et résultat aussi, il y avait aussi pas mal de résultats en faisant de cette manière-là, parce que j'ai pu avoir des très bons résultats sur les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas j'ai pas observé de baisse de reach entre les deux infographies derrière, tant que tu abordes finalement des sujets qui peuvent être complémentaires et que tu arrives à bien segmenter. Donc en soi, c'est bien de faire la synthèse, mais si tu as beaucoup d'informations que tu ne peux pas tout synthétiser, pourquoi pas le décliner. C'est aussi une des solutions que je peux faire. Comment t'as appris à faire ça? Euh, en fait, je trouvais que surtout au début, quand je commençais à lire des études, je trouvais qu'en fait, il y avait beaucoup d'informations, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas très bien mis en forme, ils n'étaient pas super bien communiqués. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, je trouvais que quand on donnait des informations dans le livre blanc, ou même dans mon propre analyse, dans sa présentation de produit, en fait, c'était souvent une vision très auto-centrée ou une vision trop dans le secteur. Et donc, moi, je me suis dit, bah, c'est dommage parce que t'as quand même cette information, mais tu la travailles pas comme, à l'heure actuelle, comme les personnes peuvent consommer le contenu. Par exemple, je vais prendre un exemple. Souvent, ouais, télécharge le livre blanc, mais souvent, le livre blanc, il s'avère que c'est un format paysage derrière, et tu vas lire ça sur desktop. Or, maintenant, désormais, il y a beaucoup de personnes qui lisent le contenu sur mobile. Donc, en soi, théoriquement, il faudrait faire aussi un livre blanc sur mobile. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, en soi, il y a très peu de, quand même, il y a peu de personnes, je connais peu de personnes qui arrivent à lire jusqu'au bout un livre blanc Hmm. derrière. Donc, du coup, moi, je me dis, bon, bah, écoute, moi, je serai ton intermédiaire. Du coup, je vais moi-même, je vais faire pas le sale travail, parce que donc, moi, j'aime bien lire le livre blanc, mais je vais synthétiser les points clés sur le livre blanc. Voilà, mais après, oui, ça implique moi-même. Bon, j'aime bien reprendre ce que font les autres, mais ça implique pas, bien sûr, de mon côté aussi, il faut que je crée du contenu. Donc, il y a aussi cette démarche-là derrière. Mais je pense qu'il faut savoir équilibrer entre les deux, entre ce que font les autres qui sont intéressants, et ce que toi-même tu peux faire derrière pour donner ton avis. Parce que sinon, on n'aura pas cette démarche finalement de créateur de contenu, de personal branding, qui est aussi très importante. Mais du coup, tu t'es dit ça, mais je veux dire, comment t'as appris
à, à mettre dans des tableaux, tout ça. Enfin, est-ce que tu as suivi des formations ou tu t'y es juste parce que tu étais community manager avant, Oui, ça n'a c'est rien à ça. voir avec avec Alors ça du quoi. coup, je me suis jamais formé en soi. J'ai pas mal regardé, puis après j'ai pas mal testé. Enfin, je me suis pas mal informé sur qu'est-ce qui se faisait, sur quel type de design ça pouvait avoir. Je me suis mis pas mal à la place des personnes, et puis après, et au début bien sûr, je me suis mis sur Photoshop pour le faire. Puis après, au fur et à mesure, je me dis, bah, je commençais à comprendre à peu près comment on pouvait bien mettre. Et à partir de là, je me suis dit, oui, on va commencer à faire ça. Après, oui. Alors pourquoi j'ai fait de l'infographie? Alors du coup, il s'avérait qu'en fait, j'avais observé que sur LinkedIn, des gens qui faisaient parfois des one-pagers, donc du coup une page avec de l'information, ça fonctionnait assez bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes mais ils n'étaient pas très récurrents derrière. Et donc moi, je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer. Donc, du coup, la première fois que j'ai essayé ça, c'était pour la campagne Top Walker 2022. J'ai fait un one-pager, mais bien résumé, et ça a super bien marché. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer à faire, mais tout en apportant l'expertise, c'est-à-dire pas, voilà, des synthèses derrière. Et du coup, celui qui a le mieux marché, je pense que tu t'en souviens, c'est sur l'algorithme sur LinkedIn, qui a fait des millions de, qui a fait des millions d'impressions. Et je crois que depuis que j'ai fait cette infographie, tu vois que sur LinkedIn, il y a beaucoup plus de personnes qui font maintenant des infographies. C'est-à-dire, depuis 1 an et demi, tu voyais très peu d'infographies, mais depuis que j'ai sorti ça, il y a eu beaucoup plus de personnes qui l'ont fait. Hmm. Et voilà, bon, du coup, ça fait que oui, il y a un peu d'observation en soi, ou derrière, je ne vais pas dire que c'est moi qui a créé Hmm. l'infographie, mais Hmm. je pense que j'étais le premier qui a, disons, bien évangélisé ce format. Après, pour les carousels, bah, du coup, je m'inspire un peu de ce que font les gens, mais après, c'est pas une question de totalement s'inspirer des personnes. Il faut que tu fasses un format qui te convient, qui convient à tes valeurs. Moi, je disais souvent qu'il ne faut pas se dénaturer. C'est-à-dire que si toi, tu es bon techniquement sur quelque chose, tu es bon en créa, reste sur la créa derrière. Par contre, par exemple, de mon côté, je suis bon en analyse. Moi, je vais faire quelque chose qui soit esthétique, mais en soi moi, mon cœur de métier, c'est bien analyser les choses. Donc, il y aura toujours une connotation d'analyse derrière. Mais que je vais essayer mais souvent, je vais souvent dire, ouais, c'est vrai que tu mets parfois trop de texte. Donc, essayer de réduire pour avoir l'information clé derrière. Ouais, parce que en fait, comme tu as lu mon Media Kit pour ce podcast, tu m'as dit il faut que tu synthétises l'autre jour. Et je me suis dit purée, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et du coup, je te montrerai après, mais j'ai fait un tableau à la fin pour ce que tu as dit. J'ai essayé, je me suis dit allez, si Jonathan il me dit ça, c'est qu'il faut que j'y arrive. Et c'est vrai Oui, que oui, ouais. oui. Bah, souvent, en fait, souvent, c'est notre bébé, donc du coup, on va raconter beaucoup de choses derrière. Souvent, après, je pense que à la fin, je pense qu'il faut pas avoir trop d'ego. Oui, Faut pas avoir trop d'humilité. ouais, Faut avoir de oui, l'humilité. C'est dire, ah oui, oui, oui. Tu te dis, ah, quand tu vois l'information, tu dis, ah oui, ça peut être important. ouais. C'est important. Tu te dis si c'est important pour toi ou c'est important pour l'audience. Est-ce que Hmm. si tu donnes cette information, est-ce que ça peut être confusant pour les personnes? Est-ce que ça peut être paradoxal de sortir cette information? Il faut aussi le voir de cette manière-là. Et si tu penses que voilà. Si tu penses que ça remplit pas ces critères-là, moi, parfois, je ne sortirai pas cette information-là. Mais après, rien n'empêche que j'en parle après à personne dans les commentaires. Mais en soi, quand il y a de synthèse, quand il faut être synthétique, il faut sortir. C'est vrai. Et parfois, on a des shortcomings, mais bon, Hmm. je pense que C'est je ça. pense que c'est aussi un respect à donner à son audience, de dire oui, c'est un contenu qui, moi, je pense que je peux estimer important et que tu puisses le lire et que ça ne prenne pas trop de temps. Mais je pense que c'est souvent l'erreur, c'est souvent beaucoup font cette erreur-là, d'avoir trop d'informations et de ne pas savoir sélectionner quelles sont vraiment toutes les informations qui peuvent être importantes. Ouais. Et souvent, je fais encore cette erreur, hein. Il y a beaucoup de méga recettes qui font une vingtaine de pages, donc en soi, alors qu'idéalement, il faut faire une dizaine de pages. Après, je me suis dit, bah non, mais quand même, mais moi, je ne peux pas me dénaturer en ça. Donc si Mais je tu me sais, fais... faire l'effort de synthétiser, je pense que c'est ça qui est vraiment très complexe parce que ça demande bien sûr de l'analyse, du recul aussi et une interprétation mais aussi pour le rendre le rendre potable. Son ordinateur s'est mis en veille pour le rendre vraiment ouais
intéressant jusqu'au bout. Enfin, je pense que cette capacité de synthétiser, aujourd'hui, c'est assez rare en fait. Enfin, Bah, bon, voilà, ça c'est ah oui, mon. après, je pars dans le principe que les gens ont de moins en moins le temps Hmm. derrière. Là où on donnait la chance aux personnes derrière, par exemple, si par exemple c'est un tel qui a publié, désormais, si toi tu travailles plus, si on ne travaille pas son accroche, si on ne travaille pas son visuel à l'heure actuelle, je pense on aura très du mal à exister. Donc, c'est pour ça qu'on voit à l'heure actuelle beaucoup de copywriters, par exemple, sur LinkedIn, puisque ils ont très bien compris comment accrocher les personnes. Bon, après, je vais pas, je vais pas aller sur les différentes dérives qui ont entraîné le copywriting. Oui, t'inquiète, pas de souci. Tu me dis quand c'est bon. Wow. Désolé Jonathan, c'est juste là, il fallait que je prenne cet appel parce que ça fait Pas de genre souci. 24 heures que j'essaie d'avoir cette personne, mais je t'ai pas coupé exprès pour avoir la phrase. En fait, c'était mon garagiste, j'en peux plus quoi. Bon, alors, en fait, je sais pas, je sais pas où tu vis toi. Tu vis à Paris d'ailleurs? Oui, je suis dans le 10e. Ah, ok, d'accord. Et t'as toujours, t'as grandi sur Paris et tout ou? Oui, c'est ça, ouais, oui, c'est ça. J'habitais dans le 2e et maintenant je vis avec. J'ai resté être propriétaire. Et maintenant, D'accord, waouh, ok. et, mais du coup, on peut avancer. Du coup, je vis avec deux colocataires. D'accord, ok. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est vachement cool. Donc t'es Donc c'est bien. propriétaire. Ça veut Et dire que j'ai, ton métier de créateur est quand même t'apporte ce qu'il faut quoi. Ça va, du coup, au début, je pense que comme je conciliais salarié et créateur de Oui, contenu, donc ouais, je pense que ouais, j'ai eu pas mal de revenus. Bon, là, il y en a un petit peu moins, mais en soi, maintenant, mais je préfère, à l'heure actuelle, j'aime beaucoup cette situation aussi, hein, parce qu'en soi, je trouvais que parfois, on était salarié et en même temps et créateur de contenu, en fait, on faisait tout de manière très rapide. Et là, c'est vrai que depuis que je passe à temps plein, j'ai le temps d'aller bien rechercher des sujets, derrière des événements que j'étais sollicité mais que je pouvais pas le faire, ouais. tout ça. Mais maintenant, donc du coup c'est plutôt non, c'est plutôt bien quoi. Et puis faire du networking, Ouais. voilà, c'est ça aussi, c'est Mais important. toi, t'as une longue expérience dans la communication. T'as fait community manager pour Dentsu, c'est ça? C'est une. Alors en fait, dans la communication, pas tellement, parce que moi j'ai commencé au début à faire du référencement. J'en ai fait pendant 5 ans. Et puis Ouais, après, en même temps, et pendant les 5 ans, on m'a proposé de faire un, une journée, on m'a proposé de passer une journée à faire de la communication sur les réseaux sociaux pour Dentsu et AdProspect. Et ouais, du coup, c'est à partir là que j'ai commencé. C'est à partir là que j'ai découvert comment fonctionnaient les réseaux sociaux et que ça m'a plu parce que, en soi, avant, en fait, si on remonte le background derrière, en fait, j'ai fait de la j'ai déjà fait de l'animation de communauté parce qu'en fait, avant, j'ai géré 2 forums. hmm, J'avais créé 2 forums de jeux et du coup, je gérais du coup l'animation de ces forums de jeu, de ces forums derrière, et chaque personne puisse s'exprimer avec les différents types de règles. Donc en fait, en soi, je l'ai déjà fait, donc je connaissais les mécanismes de viralité. Sauf que maintenant, désormais, on est plus entré dans des jeux, dans l'ère de l'attention, avec différents types d'algorithmes, surtout sur les réseaux sociaux principaux, qui font que du coup, c'est plutôt un nouveau terrain de compréhension derrière pour qu'en fait, vraiment générer cet engagement. On est moins dans cette démarche bien plus communautaire derrière. Mais c'est vrai qu'on le retrouve un peu plus maintenant désormais sur des messageries instantanées comme WhatsApp ou Telegram. Donc derrière, on peut parler sans avoir, sans se dire que beaucoup de gens nous regardent et qu'on va optimiser par la suite cette présence derrière. ouais. Et du coup, en fait, t'étais tu vois, c'est étrange. Quelqu'un qui était dans le référencement et qui passe en social media. Moi, j'ai beaucoup vu le contraire. Donc c'est la première fois que je vois l'inverse. Et, euh, et du coup, suite à cette expérience, t'es devenu community manager. Euh, et t'es resté quand même longtemps chez Dentsu, non? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est parce que ça m'intéressait, en fait, en soi. J'aimais beaucoup en fait, on faisait couvrir tous les métiers de la communication et du marketing. Donc, enfin, je couvrais un peu, je faisais du community management, mais en fait, le but, c'était aussi de savoir un peu que faisait, par exemple, un référenceur, que faisait, par exemple, une personne qui travaillait sur la télévision, comment marchait la programmatique. Et donc, ça m'a permis
de comprendre l'ensemble de l'écosystème de la publicité. Et donc, c'est pour ça que je suis resté pas longtemps et qu'il y avait aussi pas mal d'agences avec qui travailler, et avec différentes marques, avec qui on faisait des partenariats pour, par exemple, animer des événements internes ou externes, qui faisait que oui, enfin, le travail ne manquait. Je disais, le travail ne manquait pas, et puis en plus, en même temps, j'étais créateur j'étais mon activité d'influenceur en montée, donc en soi, je pense que c'était une situation qui me convenait. Ok. Donc, et pour en arriver là, t'as fait quel type d'études? Ah oui, alors du coup, c'est aussi hybride. J'ai fait 4 ans à Paris 2 à SAS en droit économie. Donc du coup, j'ai 4 ans d'université et j'ai un an d'école de commerce où j'ai fait un MBA marketing sur internet au pôle universitaire de Léonard de Vinci. Ok. Après, mais en soi, en fait, je commence à confirmer ce genre d'appréhension. Je pense que c'est bien d'avoir la formation, c'est bien d'avoir du réseau, mais en soi, ce type de métier, ça implique d'apprendre constamment des choses. Si que, je pense que si, par exemple, si tu es hors connexion pendant un an, sur les réseaux sociaux, voilà, par exemple, voilà, c'est pas, tu rentres dans le coma pendant un an et que tu te réveilles, tu vas voir, il y a tellement de choses qui vont changer il faut que tu rattrapes en fait ce qui a été fait. Donc en soi, et même, c'est ce que je conseille aussi, l'école, c'est une première étape. Et si tu veux continuer à être dans ce métier, continue à apprendre des choses, à t'informer dans l'actualité du secteur pour qu'en fait, que tu restes à la page derrière, parce que les codes, en fait, je trouve que les codes de la communication ça évolue. Communication, ça évolue tellement vite que tu Hmm. peux pas, voilà. Tu peux te permettre un petit peu de retard, mais tu peux pas te permettre un gros retard, sinon c'est plutôt des concurrents qui vont te redépasser. Ouais. Moi, je suis à la fois d'accord avec ce que tu dis et à la fois, j'aimerais apporter mon expérience à propos de ça. Tu sais, là, j'ai 34 ans aujourd'hui. Toi, t'as quel âge d'ailleurs? Juste un an de plus que toi, j'ai 35 ans. 35. Mais moi, je vais sur mes 30 dans un mois, j'ai 35 ans, là. Donc, on aura le même âge. Et moi, du coup, tu sais, j'ai commencé très tard à m'intéresser aux réseaux sociaux, ou même avant, j'étais, tu sais quoi, je vais te dire, et là, je vais le dire la première fois dans le podcast, mais j'étais anti-téléphone, anti-smartphone. Mon premier téléphone à touche, je l'ai eu à 18 ans, et mon premier smartphone, je l'ai eu à 25 ans, tu vois. J'étais vraiment Mhm. pas du tout là-dedans. Moi, mon kiff avant de venir là-dedans, c'était de voyager, de travailler à l'étranger, tout ça, de vraiment d'être en mode baroudeur, aventure et tout. Et je détestais les téléphones, je voulais pas. Pour moi, c'était un truc qui privait de la liberté, tu vois. Et Mhm. quand à 25 ans, j'ai eu mon premier smartphone et j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça, tu vois. Mais moi, je débarque, et je savais même pas ce que c'était une application, tu vois. Et pourtant, c'était il y a pas longtemps, hein. Et c'était il y a 10 ans, c'était en 2015. Et du coup, et voilà. Et en fait, là, j'avais un train de retard déjà en 2015 parce que Facebook, c'était installé, Instagram, c'était déjà, je crois que c'était déjà sorti, il y avait déjà de la publicité, je crois. Enfin, je sais même plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas empêché, avec beaucoup de curiosité et de pratique, là, en le reliant au tourisme, que je suis devenu CM dans le tourisme, de rattraper mon retard. Bien sûr, j'avais de grosses lacunes et bien sûr, j'ai appris sur le tas, sur le terrain. Et j'ai réussi à convaincre les gens de m'embaucher. C'était pas gagné, mais je pense que j'ai une grande force de persuasion déjà à l'époque. Et du coup, voilà. Et je pense, d'un côté, t'as raison, parce que quand on part de trop loin, et peut-être qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait en 2015, ça serait plus possible, parce qu'aujourd'hui, c'est trop Oui. devenu trop professionnel, peut-être. Ouais. Et t'as peut-être raison en ce sens-là. Mais moi, j'ai Hmm. commencé en 2015, et j'ai pu prendre le train en marche. D'accord. Alors, je pense que toi aussi, tu as raison dans un certain sens, et j'ai aussi fait ce constat-là, c'est que beaucoup de choses qu'on apprend, par exemple, du coup, voilà, en un an, il y a 50% en fait, des choses qu'on apprend, en fait la connaissance qu'on acquiert c'est, est obsolète assez rapidement. Par exemple, je Hmm. vais te prendre un exemple, du coup, par exemple, tu vois, ouais, j'ai animé des forums, mais en soi, est-ce que c'est une compétence derrière qui va être beaucoup utilisée
Par la suite, non, je pense que ce serait, à l'heure actuelle, ça fait partie plutôt de quelque chose de l'histoire. Donc en soi, les nouvelles personnes qui vont entrer, bah, ils vont s'adapter d'abord déjà au nouveau code de format où ils sont les plus appétents, où les gens ont déjà de l'attention. Donc, par exemple, principalement dans le domaine de la vidéo ou dans le domaine des messageries instantanées. Donc en soi, je comprends que, en fait, oui, voilà, il y a juste, ça peut servir ces connaissances, mais parfois on sait que ce sont juste des connaissances historiques derrière, et donc c'est juste la connaissance d'expérience, mais tu sais qu'à la fin, comme ces connaissances sont devenues obsolètes, tu pourras plus l'appliquer, mais d'un côté, tant mieux. C'est comme ça laisse plus de chance à pas mal de personnes de faire ça. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Ouais, je vois bien, c'est vrai. Mais je suis encore, j'aimerais apporter un truc en plus de ce que tu viens de dire quand même. Euh, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu vois. Je trouve que au contraire, avoir une expérience comme la tienne avoir des connaissances, et là c'est des connaissances de cœur, tu vois, la compréhension des mécanismes d'engagement de communauté. Je pense que ça c'est quand même, c'est un truc qui est universel, tu vois, ça change pas. C'est juste la forme du contenu, les formats qui changent ou même, mais au niveau de la psychologie humaine, ça change pas, quoi, tu vois. Je sais pas si tu Non, vois ce ça que je va. veux dire. Oui, oui, Et non, ça ne change pas, je suis d'accord avec toi. je pense qu'il faut, quand tu as compris ce qui faisait qu'un contenu était viral, comme tu l'as dit tout à l'heure avec infographie, ou quand tu comprends comment les gens ils fonctionnent, ça change pas, ça changera jamais. Il peut y avoir TikTok, il peut y avoir 10 000 réseaux sociaux qui arrivent, ça sera toujours un peu le même fonctionnement parce que les gens, eux, ils changent pas. Les outils, ils changent très vite. Hein. Les réseaux sociaux, ils changent à fond la caisse. Les algorithmes et tout, il y en a plein. Enfin, mais les gens, ils changent pas aussi vite. Hmm. Bon, ça c'est un truc que j'ai réfléchi souvent à ça. Non, Ouais, pas de souci, hein, non, je pense qu'il y a toujours des biais, tu vois, le ouais, biais de, par exemple, moi je vais prendre un exemple, le biais de réciprocité sur les réseaux sociaux, c'est toujours très bien, ouais. sur tous les réseaux sociaux, donc en Oui, soi, voilà, exact, voilà, donc totalement. tu vas parler pas mal avec la personne, bah, cette personne va naturellement bien plus parler avec toi. Et ça, en Ouais. fait, ce qu'on dit souvent sur les réseaux sociaux, c'est le plus dur, c'est de casser le premier contact derrière, que la personne se sent en confiance avec toi et parle vraiment avec toi. Et donc, oui, 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 Ouais. non, il y a plein de codes des réseaux sociaux qui ne changent pas. Après, oui, c'est une question de comment continuer à avoir de la visibilité en Hmm. apprenant ces formats, mais en Oui. conservant finalement les codes actuels, mais aussi conservant ta personnalité. Ouais. Euh, c'est ce qu'on a dit derrière moi. Ouais. Je pense que toi, t'as réussi à faire matcher tout ça, tu vois, parce qu'aujourd'hui, t'as quand même t'as une très grosse Bon, après, c'est un travail de fond. Ça fait des années que tu fais ça, hein, mais t'as quand même une grosse visibilité maintenant, quoi. Oui, oui. Après, je pense qu'il faut pas se reposer. Je considère qu'il faut pas se reposer sur les lauriers. J'ai vu pas Hmm. mal de comptes. En fait, déjà, en fait, et ça c'est une analyse que j'avais fait grâce à du coup à un outil derrière. Il y a aussi une des stratégies, c'est être dans un concept, mais réussir aussi parfois de sortir de ce concept. C'est-à-dire, en fait, le concept est utile pour toi et les gens vont te présenter de ce concept-là. Mais parfois, tu peux mourir avec ton concept. Et, euh, et donc, ta question, c'est comment tu fais pour bien marcher, mais aussi finalement diversifier dessus. Et donc, par exemple, du coup, oui, je commence à faire des infographies, mais à un moment, je me suis dit, oui, c'est bien des infographies, mais il faut que aussi je mette à faire des carousels. Quand X à un moment, j'étais très présent sur X Twitter. J'ai Hmm. encore 300 000 followers. Et je me suis dit, bah oui, mais X et Twitter, ça peut commencer à. Voilà, depuis qu'Elon Musk l'a racheté, oui, forcément, il y a une base de reach Hmm. qui a été effectuée. Et qu'aussi, finalement, tu as un format derrière où moi-même, j'étais enfermé dans un concept qui faisait que le modèle en soi que je proposais ne marchait plus face au nouveau code de la plateforme derrière. C'était en fait mon modèle actuel et qui n'a pas encore changé, c'est de faire de la veille marketing et de Ok. communication. Et là, la question, c'est est-ce qu'il faut poser le pour et les contre. Est-ce que je change ce concept ou se dire finalement, ouais, bah, finalement, peu de personnes, évidemment, vont maintenant s'informer sur X ou sur Twitter, à part peut-être sur des événements, et se dire finalement, oui, on va mettre les billes autre part. Finalement, j'ai pris le choix de faire la seconde option, c'est finalement de se dire, bah, du coup, je vais mettre des billes autre part. Donc, j'ai principalement mis plus de billes sur LinkedIn, mais je me suis dit, ah,
faut faire attention quand même. Parce que si tu mets que les billes sur LinkedIn, euh, il peut arriver ce qui s'est passé avec X ou Twitter. C'est qu'en fait, si il y a un changement d'algorithme, tu peux tout perdre. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire aussi, je vais mettre aussi des billes sur d'autres plateformes derrière. Donc, maintenant, par exemple, je suis remis sur TikTok et Instagram pour faire des vidéos courtes. Et du coup, j'ai réussi récemment à, du coup, uploader ma stratégie, à faire une stratégie qui soit similaire, mais un peu différente entre X Twitter et Threads. Donc, pour avoir aussi ce canal-là que je puisse par la suite développer. Donc, c'est un mélange de veille que je veux faire, mais aussi beaucoup plus finalement, de posts un peu plus intimistes ou de conseils que je vais donner pour générer de l'engagement. Et je pense que c'est ça la question. Il faut quand même réussir parfois à sortir de ces portes de sortie, mais de manière intelligente. Parce que tu peux pas, une personne ne peut pas consacrer trop de temps sur chacun des plateformes sociales. Idéalement, il faut faire ça, mais on n'a pas beaucoup on a tous pas beaucoup de temps. En fait, la question, c'est de savoir comment on s'en sort en faisant ça. Mais toi, t'as combien de contenu, tu vois, parce que tu vois, là, tu me dis, t'es sur Twitter X, Threads, t'es sur LinkedIn, TikTok, Instagram. C'est quoi t'es en termes de volume hebdomadaire, parce que en fait, t'as les contenus que tu fais personnellement pour continuer à générer de l'engagement, de la notoriété sur ce que tu fais, mais t'as aussi les contenus que tu crées pour les marques. Comment tu t'en sors pour faire tout ça, quoi? Je pense que c'est surtout je pense qu'il y a deux points. Curiosité et discipline. Déjà, la curiosité, au début, c'est en fait de se dire, oui, une marque qui sort quelque chose, tu sens qu'il peut y avoir un intérêt, ou parfois il n'y a pas d'intérêt, mais au fur et à mesure que tu creuses, derrière, tu vois que peut-être que ça peut intéresser. Et discipline, c'est aussi se dire que tous les matins, tu fais l'effort d'aller chercher, par exemple, moi, du coup, je fais beaucoup de veille sur du flux RSS. Du coup, c'est les médias, je me connecte directement sur les médias pour derrière, pour savoir qu'est-ce qui peut sortir, qui est intéressant, qui peut m'inspirer. Et désormais, je vois aussi qu'il y a beaucoup de... Mais c'est vrai que les informations, désormais, sont beaucoup plus diverses qu'auparavant. C'est vrai qu'apparemment, c'était 95% de ma veille, c'était sur du flux RSS. On est plutôt dans l'ordre, désormais, plutôt entre 70%, c'est du flux RSS. Et 30%, c'est autre chose, principalement des réseaux sociaux, mais aussi des newsletters, parce que désormais, il y a aussi, les personnes ne s'expriment plus à travers des médias ou des blogs, mais ils peuvent aussi s'exprimer en donnant leur propre avis. Et du coup, oui, voilà, je pense que pour s'informer derrière, il faut les outils qui le permettent derrière pour synthétiser tout ça. Mais c'est d'avoir des compétences d'ouverture, d'aller s'intéresser, mais de manière efficace. Parce que si tu fais, souvent, je vois beaucoup de personnes faire de la veille, mais ils font trop de la veille, trop de veille. C'est-à-dire, du coup, ils passent trop de temps à faire la veille. Il faut réussir à quand même sélectionner les bonnes sources d'information, mais qui soient aussi diversifiées. Et toi, toi, tous les jours, tu fais un contenu sur de la veille ou tu dis, ok, il faut que je prépare un petit planning. Je préparais le lundi, j'ai mon post veille, le mardi, j'ai mon infographie, le mercredi, j'ai mon post plus personal branding. Est-ce que tu fais un peu comme ça ou non? Tu fais chaque jour, tu fais un truc de veille ou Non, c'est plutôt un calendrier pour de diversification. C'est-à-dire, en fait, je dis oui, là, c'est tous les 2 jours d'ailleurs que je publie sur LinkedIn et tous les jours sur X et Threads. Et en fait, du coup, je sais que tel jour je sors une vidéo parce que j'ai fait une vidéo récemment. Tel jour, je sais qu'il y a une étude LinkedIn qui est sympa et je veux le mettre dans le calendrier. Voilà, je dirais, j'ai pas de. En fait, comme dans mon secteur, disons que il y a quand même une certaine durée de vie des contenus. Je vais pas parfois trop le faire durer. En fait, j'essaie d'arbitrer plutôt entre contenu chaud et contenu froid. C'est voilà à peu près plutôt comment je vais le faire. Parce que tu vois, une actualité, c'est pas, je vais dire une connerie, Beginning qui sort, par exemple, voilà, une actualité où il sort des jeux, par exemple. Alors ça, c'est clairement une actualité des choses. Donc, du coup, si t'as, au bout de 3 jours, tu l'as pas communiqué dessus, je pense que c'est mort? faut Ouais. arrêter de, ouais, c'est mort, Ouais. c'est plutôt mort. Donc, moi, voilà, je le distingue plutôt comme ça que je te dis que se forcer à se mettre dans des cases derrière et se dire oui, bon, bah, j'ai pas fait de post personal branding, bah, du coup, j'en fais un post Ok. storytelling derrière Ouais. et starter. Ouais. Voilà, après, voilà, je dirais que c'est plus souple de cette manière-là, mais je pense qu'après, oui, je pense que de mon côté, oui, je pense que peut-être je devrais faire un peu plus d'efforts pour créer des contenus derrière qui soient plus
parfois encore plus simple d'accès, puisque en soi, parfois, c'est parfois trop coupé aussi. Et j'ai sorti, ressorti. Par exemple, j'ai sorti dernièrement quelque chose qui est plus simple, qui est par exemple une infographie sur juste les taux d'engagement dans les réseaux sociaux. Ouais. Très simple. Et du coup, voilà, il y a que juste un taux, et ça a aussi très bien marché. Parfois, Ouais. faut se dire que la simplicité marche bien et qu'il faut aussi tester différents types de formats. Ouais, c'est vrai. Toi, ce graphique sur le taux d'engagement, par exemple, c'était une demande client ou non? C'est vraiment toi, ça vient de toi, c'est pour ta communauté, Et quoi. alors là, ça vient de moi. Du coup, je l'ai fait pour. Du coup, j'ai vu ça, j'ai sur Rival IQ, et je me suis dit, c'est ça. Je me suis dit, waouh, quand même, beaucoup de gens sur LinkedIn, c'est ce que tu as. Ils prennent la croissance infinie. Ils se disent, ouais, tu vas gagner 10 000 dollars derrière. Et qu'en fait, t'as pas vraiment une personne qui va juste dire quelque chose qui soit plus réaliste derrière. On est tous dans un contenu derrière qui vise à vendre. Alors, moi, je me suis dit, ah, quand même, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a un potentiel de quelque chose d'analyse derrière, mais aussi de comment je peux raconter derrière, de dire que ça va à contre-courant de ce que les gens conçoivent et que finalement, que aussi l'étude en question, j'analyse aussi l'étude en question pour savoir si la data qui est sortie était intéressante et je trouvais que ça remplaçait pas mal les concepts. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à écrire un contenu qui pouvait m'inspirer à ce sujet-là. Mais faut pas, faut pas uniquement mettre des contenus qui vendent dont l'objectif c'est de vendre. Il faut pas aussi Ouais. faire des contenus aussi. Moi, je pense qu'il faut aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs peut-être qui font cette erreur-là. Et il faut pas aussi faire des contenus uniquement personal branding, parce qu'à la fin, je pense que tu en as vu des comptes qui prenaient des selfies à longueur de journée. Je dis pas que le selfie, il faut pas en faire. Moi, j'en fais des selfies. Mais si tu vois un compte qui fait que des selfies sur LinkedIn, principalement dans des musiques professionnelles. Désolé, pour moi, désolé, à la fin, j'en ai un peu marre. Je sais pas si toi, tu le prends de cette manière-là. Donc oui, c'est bien d'aller diversifier. Voilà. C'est bien aussi d'avoir un contenu qui fait vraiment uniquement derrière pour donner, finalement, échanger et donner un éclairage sur le sujet. Ouais. Bah, c'est vrai que les selfies, les post storytelling, moi, ça énerve mes clients, mes prospects. Il y a beaucoup de CEO que je rencontre qui me disent être anti LinkedIn, ils en peuvent plus. Et je comprends aussi ce positionnement parce que c'est vrai que les posts hyper centrés sur soi-même, auto-centrés, hein, je dirais, c'est fatigant à la fin. Enfin, je veux dire, il y a eu une énorme vague en 2022, là ça continue en 2024. Et c'est vrai que les ego trips sur les réseaux sociaux, à la fin, moi je trouve que c'est fatigant et en plus, oui, ça noie les personnes qui ont vraiment quelque chose à dire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bah Euh, oui, en fait, parce que c'est des biais aussi, notamment parce que forcément, il est plus facile théoriquement d'écrire un contenu sur soi, parce que tu sais comment tu es. Et derrière, aussi, en soi, il est plus facile. C'est vrai qu'entre faire un selfie et une infographie, au niveau de la facilité de création de contenu, c'est plus simple de faire un selfie. ouais, Et en même temps, et parfois, pourquoi s'embêter à faire un selfie où tu vas avoir une centaine de likes parce que les gens vont te liker parce que c'est par rapport à ta personnalité, alors que tu vas faire peut-être une infographie qui va faire 5 fois mon engagement, et là, peut-être tu vas passer beaucoup de temps. Et c'est vrai que les ouais, gens font trop cette raccourci. Sauf qu'en faisant ce raccourci-là, souvent les gens, ça fait que il y a un décalage finalement sur comment les gens vont te suivre. Je vois beaucoup de comptes qui font aussi pas mal de selfies. Alors du coup, paradoxalement, je vais te dire, hein, je vais te faire une confession, ça marche au niveau engagement et ça marche au niveau de la croissance des abonnés. C'est-à-dire du coup, en fait, ils gagnent beaucoup d'abonnés en faisant ça. Après, mais si on regarde un peu plus, on creuse un peu en détail, on voit par exemple au niveau la gain des abonnés, on voit déjà que la qualité d'audience n'est pas pile au rendez-vous. C'est-à-dire, en fait, les gens qui s'abonnent, c'est plutôt, ouais, ça va de différentes personnes. C'est pas vraiment les professionnels qui vont directement s'abonner à ces personnes. Et aussi, en soi, euh, et c'est ce que tu le rejoins sur les professionnels, c'est que tu vois, les de comptes qui font ça, en soi, ça ne génère pas vraiment de confiance. On ne sait pas si vraiment la personne est véritablement compétente. En soi, on ouais. sait que c'est la personne en soi, elle sait comment se vendre, elle sait être un très bon homme d'affaires ou femme d'affaires à ce Hmm. sujet. Mais en soi, on a toujours un doute sur son expertise. Et en soi, quand on cherche à quelqu'un à vendre quelque chose, derrière, on vend aussi sa compétence. Et si toi, derrière, finalement,
as fait quelque chose de super bien, très beau, mais que derrière, finalement, tu maîtrises pas ce que tu fais, à la fin, oui, c'est pas, on va dire que c'est un modèle d'affaires qui est pas complet à 100%. Mais après, je respecte. C'est un choix de le faire. Mais c'est vrai que oui, sur ce côté-là, oui, il y a un biais sur les réseaux sociaux de personal branding qui à l'heure actuelle, qui fonctionne, mais que là, sur LinkedIn, les gens en sont conscients. Enfin, les personnes sur LinkedIn en sont conscients et cherchent au fur et à mesure à dévaloriser. Et moi, ce que je te conseille, de mon côté, et ça, je l'ai fait et ça m'a beaucoup amélioré ma santé mentale sur LinkedIn, c'est que si au bout de 3 contenus, la même personne donne la marque de son contenu, appuie sur croix et dis à LinkedIn, je veux plus voir afficher cette personne. Et puis voilà, on passe à autre chose, et comme ça, tu restes à filtrer, parce que Oui, LinkedIn n'arrive pas bien filtrer. En fait, il affiche toujours les mêmes personnes, beaucoup les mêmes personnes. oui, t'as raison. C'est à toi de faire l'effort Ouais, de ouais. faire un peu le ménage à ce truc. Ouais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est comme, ouais, j'aime pas pour éduquer une IA pour qu'elle propose de meilleurs contenus. Il faut éduquer LinkedIn aussi. Ouais. C'est vrai. Du coup, toi, tu disais que les marques, elles cherchent, quand les clients, ils cherchent de la compétence, c'est vrai que les posts selfies, c'est pas l'idéal pour montrer ça. Mais du coup, c'est quoi qu'elles attendent? Quand tu les contactes ou quand elles viennent te contacter, c'est quoi leurs plus grosses attentes, tu vois? Ah, je pense que bah après, faut pas se leurrer, hein. Une marque a un objectif quand on vient me voir, hein. S'il n'a pas d'objectif, je vais leur dire, bah, quel est ton objectif? Comme ça, Oui. j'ai orienté ma communication par rapport à ton objectif. Sinon entre nous, ça va pas trop matcher. Donc, ça Ouais. va peut-être améliorer le nombre de téléchargements d'un livre blanc, ça peut être augmenter la visibilité d'un événement, ou d'autres choses. Et après, oui, après, je vais pas, là, sur ce côté-là, ça sera un peu spécifique, ma collaboration avec les marques. Beaucoup de marques viennent me voir parce qu'elles savent derrière que je vais faire une bonne analyse sur le sujet. En fait, je vais pas me contenter quand je fais une partenariat de marque de faire un selfie derrière ou de raconter une actualité. Non, là, voilà. Ouais. Pourquoi je dis ça? Pourquoi Oui, je dis ça? aussi. Ouais. En fait, je vais pas tirer sur les autres créateurs de contenu, mais j'en ai collaboré avec certains et on était sur les mêmes campagnes et en fait, eux, d'autres créateurs avaient d'autres types de stratégies, donc, mais qui se conçoivent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y en a qui faisaient des selfies, il y en a qui faisaient, il y en a qui vendaient directement le produit, mais c'est pas voilà. De mon côté, c'est pas la chose que je vais faire. Moi, de mon côté, le parti pris que je vais prendre, c'est que je vais produire un contenu. Je vais produire un contenu qui va plaire à mon audience. Et après, dans ce contenu qui va plaire à mon audience, j'essaie d'intégrer la solution, de le produit en question. Et donc, ça peut être donc, en carousel ou en infographie à ce sujet-là. Mais en fait, c'est ça la base. Il faut faire un contenu. Je fais pas un contenu. Je suis pas marque first. Je suis d'abord communauté first. Je fais d'abord un contenu pour ma communauté où j'insère la marque en question. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question. Si, si, carrément, c'est exactement ça. Je comprends ce que tu veux dire. Si une marque, elle arrive, elle te dit, on a un déficit de notoriété, mais on aimerait que t'apportes plus de ventes, tu vois. Toi, Et qu'est-ce que tu réponds à ça? il y a des modèles de vente, mais en soi, c'est assez aléatoire en B2B, puisqu'en soi, parfois une vente peut te générer l'ensemble de ton ROI. Donc en soi, ce que je veux dire, c'est que moi, je partirai pas sur des KPI de vente qui peuvent être aléatoires, mais on peut très bien s'entendre sur des KPI dans l'impression et des Hmm. KPI dans le domaine de l'engagement, voire des KPI sur le trafic. Là, il n'y a pas Hmm. de souci par rapport à ça et j'accepte d'être traqué à ce sujet-là parce que Hmm. vous avez besoin de mesurer aussi pour savoir un peu qui sont les influenceurs les plus pertinents. Sur la Hmm. vente, ça dépend parce qu'en fait, il y a j'appelle ça beaucoup d'attributions derrière. C'est-à-dire qu'en fait, tu Ouais. vois, tu peux cliquer, voilà, ça t'a intéressé. Mais après, en cliquant, après, par exemple, la personne peut aller voir d'autres personnes pour en parler. Hmm. Et après, il est parti de ce lien-là. Hmm. Et en soi, on ne sait pas si c'est l'influenceur en question ou le créateur de contenu qui a commencé à donner l'idée.
derrière, et en fait, on ne sait pas l'attribution finale qui a été faite. Est-ce que finalement, c'est le bien sponsorisé qui l'a converti? Donc, en soi, en B2B, la vente, soit c'est quand même un KPI qui reste perfectible à cause de sa volumétrie, mais aussi à cause de la diversité des acteurs en question. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je préfère ne pas s'aventurer sur ce type d'indicateur. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi j'y suis confronté aussi. Mais alors moi, avec le podcast, c'est vrai que pour la vente, c'est compliqué parce que les gens qui écoutent un podcast, euh, ils vont peut-être entendre dans le podcast une mention au produit, mais ils seront peut-être dans leur voiture et en fait ils vont oublier une heure après, quoi. Et ils vont se rappeler 2 jours après, ils vont dire ah oui, il y a un machin qui parlait dans son podcast, Julien qui parlait de ça, je vais aller voir ce que c'est, mais il va y aller en direct, il va pas du tout passer par le lien qui est dans le podcast, donc l'attribution c'est mort, quoi. Enfin, je pense que ouais, bon voilà. Mais Ouais, non, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. ouais, Je suis d'accord. L'attribution ouais, n'est plus ce qu'il était, et c'est vrai qu'il faut pas. C'est souvent, je trouve le modèle de l'attribution mais vraiment reste très perfectible. On est mm, vraiment sur de l'attribution d'ASPIC et il n'y a pas que ça. ouais, Je vais prendre un autre exemple. Du coup, ouais, là, je l'ai fait sur les campagnes Metricool. Il m'arrive que les campagnes Metricool en fait génèrent pas mal de viralité. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui voient ce que je fais sur l'infographie Metricool, ils reprennent les chiffres que j'ai fait sur l'infographie pour eux-mêmes refaire des infographies ou pour eux-mêmes faire des carousels derrière ou par exemple du bouche à oreille. Mais sauf que cite pas les l'UGC sources. que Ouais, l'UGC que je crée, ouais, en fait, je vais pas pouvoir le traquer. Donc du coup, ouais, on observe un uplift derrière qu'on ne peut pas tellement mesurer. Donc oui. Et mm, pour la citation des sources, oui, là j'ai abandonné sur ouais, la citation des sources. ouais, je pense que Euh, oui, alors citation des ouais, sources, alors c'est marrant pour l'algorithme sur LinkedIn, par exemple, on avait plus de 50%, même plus 70% des personnes, ne me citaient pas. Sur la source. Ils reprenaient l'infographie et voilà, ils disaient, ah c'est mm, super intéressant, mais ils oubliaient, soit à leur insu, soit ils ont oublié derrière. Donc en soi, donc du coup, mais bon, après moi je dis bon, c'est pas très grave. Je vais pas faire tout le temps la police derrière, c'est que. Mais bon, après c'est bien de faire la police. C'est bien parfois de leur demander parce qu'en fait une fois il y a quelqu'un qui a par exemple partagé l'infographie que j'ai fait sur l'info LinkedIn, mais qui a oublié ou pas, je ne sais pas, qui a oublié de me mentionner. ouais, Et du coup, c'est oublié. ma communauté qui m'a dit ouais, en fait, cette infographie, ça vient de Jonathan, tu peux le citer derrière. Et bien sûr, la personne ignorait. Bon, pour la fin, bon, à la fin, du coup, je suis allé voir directement, de manière très gentille, j'ai dit ah, c'est très bien, merci d'avoir partagé l'infographie. Ça serait bien que tu puisses me mentionner, de toute façon, ça coûte rien et tout ça. Du coup, il y a Mm, une personne qui l'a fait, du coup, il m'a mentionné. Et bizarrement, quand cette personne m'a mentionné derrière, du coup, dans le post, à la fin, j'ai eu beaucoup plus de visites de profil par la suite. Donc, en soi, ce que je conseille quand même, c'est que si quelqu'un te reprend quand même ton visuel et qu'il a oublié de te mentionner, je pense que parfois, ça vaut le coup d'aller mentionner. Mais après, faut pas ouais. faire la police. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Sur le fait, en fait, ça, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un déclencheur psychologique, ce que tu viens de dire là, tout de suite, sur le fait que, en fait, les gens, et ça, c'est un mécanisme universel des réseaux sociaux, sur le partage. La raison profonde pour laquelle les gens partagent un contenu, c'est que, en fait, il y a plusieurs raisons. C'est ou pour paraître plus intelligent, ou pour paraître le plus beau, ou le plus aimé, ou le plus drôle de leur bande de potes, tu vois. Et, Mm. et quand quelqu'un partage ton contenu, c'est pas tant voilà, sans la source, tu vois, c'est juste pour dire je suis le plus intelligent sur les chiffres, tu vois. C'est un message envoyé à son réseau pour dire ça. Et, du coup, c'est sûr que la personne, elle le partagera pas s'il y a ta tête sur le contenu, tu vois. Parce qu'elle veut que ça Ah, soit attribué à elle, tu vois. C'est ce que je veux voilà. dire. Et ça, Ah ouais. ça, c'est vraiment comment ça s'appelle? C'est pas un trigger, c'est pas un déclencheur, mais Ouais. c'est vraiment c'est de la psychologie, là, pure, humaine, Mm. profonde. Et ça, quand tu comprends ça sur les réseaux sociaux, tu sais quel type de contenu tu dois faire pour qu'il soit Ouais. partagé, ou tu ne dois pas faire pour qu'il soit partagé. Un selfie, il sera pas partagé.
parce que C'est tu sûr. vois la gueule de la personne et personne va Ouais, partager ça, quoi. ouais, Mais c'est un post plus d'engagement, on va dire. Mais un post partageable, viral, c'est ce dont tu parles depuis tout à l'heure, quoi. tiens. Et ça, quand t'es CM et t'as compris ça, laisse tomber. Enfin, tu comprends Alors, en fait ce que tu dois faire pour être viral. Après, tu comprends ce que tu dois faire. Mais bien sûr, après, il faut le faire. Il faut que le post soit viral, quoi. Mais ouais, toutes les personnes ont intérêt à paraître plus intelligentes, plus belles, plus drôles. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a autant de réels qui sont partagés en message en DM, tu vois, sur Insta. Moi, je reçois énormément des réels de potes, des réels what the fuck, tu vois, vraiment drôles, quoi. Et je reçois ces réels de potes qui sont drôles dans la vie, déjà, tu vois. Et ça continue sur les réseaux, donc ça me fait rire, quoi. Voilà. alors, je vais te faire de confession du coup sur le côté s'il faut mettre une tête. Tu vois que sur l'infographie, j'ai fait le choix de ne pas mettre ma tête. Alors que sur pas mal de mes d'autres types de contenus, par exemple le carrousel, ou derrière, je mets ma tête. Hmm. Et en fait, beaucoup de gens, j'étais pas ah, pourquoi tu mets pas ta tête? Mais en fait, ça c'est volontaire ce que j'ai fait. Je sais que en ne mettant pas ma tête, les gens peuvent se réapproprier le contenu. Et en fait, je leur donne cette liberté de le faire. Vas-y, télécharge, je leur dis, vas-y, télécharge-le et reprends-le. Parce que c'est comme je le dis, c'est cette théorie qui se valide. Après, je dirais que c'est pas, c'est bien, mais parfois, je trouve que parfois, en fait, ils interprètent ce que je leur donne en infographie. Parfois, je suis pas totalement d'accord sur la liste. Ils ont tendance à faire pas mal de raccourcis derrière, comme par exemple le fait de dire que corrélation vaut causalité, ou beaucoup de biais de confirmation. Dire, bah, vous voyez, voilà, ce chiffre, ça montre ça, et ça montre clairement ce que moi je pense. En réalité, pas tellement, je dirais. Ouais, Donc ouais, en soi, ouais, mais bon, après, soit, oui, il faut accepter ok. que quelqu'un se réapproprie dessus, qui va prononcer un discours autre que le tien et que toi, tu peux pas contrer ce discours. Mais Hmm. pour moi, c'est juste du lâcher prise. C'est pour ça que je Oui, ne tiens pas trop. Je suis pas agacé, énormément agacé si quelqu'un me reprend un contenu, même je suis plutôt. Voilà, s'il me mentionne, là, je suis content, mais s'il me mentionne pas, oui, c'est pas très grave. Ça oui. va. C'est un Parce peu que saoulant, mais c'est ouais. des jeux Oui, d'internet, c'est tout. oui, oui, c'est ça. Mais non, mais en fait, s'il te mentionne pas, mais qu'il y a marqué Jonathan Chan en bas, tu vois, ça va, sur le petit truc qu'il partage. Mais s'il le coupe en plus, tu vois, là, Oui. par contre, c'est un peu pénible. Enfin, s'il Ah, coupe si, la coupe, oui, photo, oui, tu peux donner de temps, dire, bah non, ouais, faut que tu ouais, reprennes totalement. ouais. J'en ai vu certains le faire. Euh, Ça m'étonne pas. Après, Ouais. il y a une petite anecdote, tu vois, alors du coup, c'est sur l'algorithme sur LinkedIn. Du coup, c'était celui il y a 2 ans. Il y en a qui ne voulaient pas me mentionner, donc du coup, ils ont repris l'infographie, ils ont repris tous les éléments du graphique. J'ai essayé de faire du coup une barre. Quand je faisais une Ouais. barre comme ça, l'autre personne a fait une barre, mais il a changé la couleur de la barre. Ouais. Des choses comme ça. Ils ont Ouais. repris totalement la même chose. Et là, du coup, j'étais quoi, ouais. Bah, Ouais. c'est cool, quoi. Moi, je me farcis d'études, je dis tout, je Hmm. synthétise et je fais une infographie. Eux, en fait, ils reprennent juste Change les de mêmes éléments couleur. graphiques. Ouais. C'est juste pour ne pas me mentionner à la fin. Ouais, Mais c'est incroyable. Ouais. mais bon, après, je dis bon. Les gens se donnent bien du mal pour paraître plus intelligents, quand même. Mais en fait, tous. En plus, tu sais, le comble de l'histoire, c'est qu'en fait, en soi, ils reproduisent la même chose, mais ils n'ont pas le même succès. Ouais. Ils ont 10 à 100 fois moins de succès que ce que je fais, parce que, en fait, du coup, parce qu'il y a, quand je vais diffuser quelque chose, il y a déjà une popularité qui a été diffusée, il y Ouais. a déjà une confiance. Une attente, Si ouais. on fait des Ouais. contenus juste pour être viral, et là, c'est de plus en plus atténué, bah, souvent, Hmm. maintenant, c'est de plus en plus dur de faire ce genre de choses. Hmm. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison là-dessus. Ouais. Et du coup, toi, on va arriver un peu aux détails croustillants, mais tu vois, combien, enfin, je sais pas si tu veux en parler librement, mais pour en vivre de ton métier, comment tu fais pour, est-ce qu'il y a tu factures comment en fait? Tu Je factures facture, au en tant que créateur de contenu? contenu, je facture au contenu. Donc, D'accord, en soi, si on rentre dans les questions pécuniaires, ouais, c'est une fourchette à l'heure actuelle de 300 à 1000 euros par publication d'accord, sur LinkedIn. d'accord, Euh, ok, Après, ça dépend aussi du temps que je vais passer derrière sur la création de contenu. Là, sûrement, si c'est plus long, s'il y a des retours clients derrière, oui.
ça peut être plus onéreux en soi. Donc voilà, je facture par rapport à ça et j'essaie de bien équilibrer en soi. Parce que voilà, quoi, je souhaite aussi créer des contenus aussi naturels pour moi-même Ouais. derrière. Mais C'est du quoi coup, ça, la proportion de contenu sponsor et naturel que tu respectes, tu vois? j'essaie de faire ça pour le moment, 60% du naturel et 40% de payant. J'essaie de pas dépasser 40% payant, mais c'est vrai que là, des fois, je dépasse les payants et des fois, je ne dépasse pas trop, mais j'essaie souvent de bien équilibrer, voilà, tout ça. Ouais. Et la première fois que t'as fait ça, les gens, comment ils l'ont pris? La première fois que t'as fait une sponsor? Ils l'ont pris plutôt bien parce qu'en soi, je trouve que j'ai une bon, après, peut-être je me la pète en disant ça, mais moi, mais moi, je pense que j'ai une responsabilité quand je crée un contenu pour que ce contenu soit intéressant pour les gens, même quand c'est sponsorisé. Et donc, en fait, je vais essayer de trouver des points d'accroche pour qu'en fait, que la publicité, que la collaboration n'en soit pas vraiment une, même si on le voit, mais au minimum qu'elle n'en soit pas une. C'est par Ok. exemple, je vais te prendre un exemple, par exemple, d'études LinkedIn de Metricool que j'ai fait. En fait, je pouvais le faire naturellement. Donc, en fait, c'est un partenariat, mais les gens ne le voyaient pas comme un partenariat. Et ça, c'est vraiment gagnant. Hmm. Mais oui, voilà. Non, voilà. Et après, oui, il faut aussi il faut accepter aussi de sortir de cette question pécuniaire. C'est-à-dire, du coup, par exemple, si tu vois pas de, tu as un brief, mais si tu vois que tu peux pas créer un contenu sur ce brief, je pense que la sage décision, c'est de pouvoir le refuser. Pourquoi? Parce que je pense que le respect de sa communauté et du coup le maintenir la confiance de la communauté est plus importante que multiplier le nombre de partenariats. Mais ça, oui, bon, j'estime que chez le luxe, de pouvoir le faire, et je sais que pour certains, ils ne peuvent pas le faire. Donc. Mais je pense qu'il faut pouvoir garder ce mantra. Ouais, ouais, je pense que la confiance, en fait, c'est le plus dur à gagner. Ça prend des années en vrai, quoi. Et c'est vrai que si tu trahis une fois ta communauté, c'était mort, quoi. Non, je pense pas qu'on peut Ah trahir une ouais? fois sa communauté. Ça Ok, va. ok. Elle te pardonne. On peut la Mais si trahir deux tu... fois. Ouais, 2 fois, c'est un peu plus compliqué. 3 fois, je pense que ouais. ça va se passer. Non, mais Ouais. voilà. Non, je pense qu'on peut quand même trahir une fois sa communauté parce qu'on s'est tous loupés une fois dans une publication et les gens, et après, c'est l'algorithme qui fait le reste, quoi. Hmm. Voilà. Tu as droit à l'erreur. Il y a pas de Ok. souci. Mais D'accord. Et voilà. toi? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, Et, non, et, c'est bon, c'est bon. ouais, ouais. Et du coup, bon, bah, toi, si t'es à 40% de sponsor, ça veut dire, bon, bah, c'est plutôt intéressant. Par mois, t'es bien, quoi. Enfin, Ouais, ça va. On va dire que ça va. Après, voilà, je cache pas que moi-même, je sous-traite à d'autres personnes pour faire des contenus étudiants. Donc, il y a une ah, tu certaine marge. sous-traites la création de contenu. Je la sous-traite pas tellement. En fait, il m'arrive de travailler avec d'autres personnes pour Ouais. faire des contenus qui soient mieux fouillés. Parce que tu dois rechercher quand même des chiffres derrière. D'accord. Ça prend pas mal de temps. Donc, du coup, il y a des marges qui sont coupées derrière. Mais voilà. Donc, voilà. J'essaie dans son. On sait que la production de contenu prend de plus en plus de temps. Oui. Donc, en soi, oui, je pense qu'il faut accepter de redonner si tu penses que derrière, la, cette qualité de contenu suit par la Ouais. suite. Ça, c'est vrai. T'as bien raison. Et du coup, toi, quand tu crées tu vois, par exemple, une infographie ou un carrousel en termes, c'est quoi les étapes, tu vois? Est-ce que c'est toujours les mêmes étapes? T'as un process ou Ah oui, c'est à peu près souvent les mêmes étapes. C'est-à-dire, du coup, tu arrives, tu regardes le dossier du client, qu'est-ce qu'il veut faire, euh, puis après, tu commences à le lire. Par exemple, prendre des informations, lire et trouver les points de sujet avec qui le client peut se sentir à l'aise et moi, je peux me sentir à l'aise. Puis, une fois que c'est fait, tu vas construire quelque chose qui peut intéresser son audience. Donc, pendant l'interprète, donc, du coup, construire les différents types de péripéties qui peut, voilà, qui peut arriver. Après, du coup, il peut m'arriver d'avoir
il y a des jours où je peux être plus créatif que d'autres. Donc euh, en soi, il faut accepter les jours où on est plus créatif pour sortir quelque chose d'original. Euh, mais en soi, le process, un peu, en soi, le process du début, c'est-à-dire la collecte d'informations au début, et la construction du scénario, on va dire, ça reste à peu près la même chose. Hmm. Puis après, au fur et à mesure, bien sûr, quand tu vas construire, tu es dans cette étape de création, tu te dis, ah, peut-être il manque ça, ou oh, peut-être que ça, je pense qu'il n'y a pas assez, peut-être c'est pas utile de mettre ça derrière. Et là, du coup, tu vas peut-être faire des différents types de changements. Donc, ouais, non, mais en soi, non, c'est bien pour moi, c'est bien, je pense que c'est bien d'avoir un fonctionnement qui sont une base derrière solide, derrière que après, où tu peux après mettre en de la flexibilité. Si tu n'as pas de base solide, c'est vrai que tu peux avoir des Hmm. conduits qui ne sont pas totalement uniformes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un carrousel, tu peux arriver un jour, une fois à faire un carrousel qui fait que 4 salles, et deux fois, tu as des carrousels qui ont 15 salles, et je pense que ça peut perturber ton audience en faisant ça. Ok. Et toi, tu utilises des outils particuliers pour faire, tu disais tout à l'heure Photoshop pour faire les infographies, mais pour faire les vidéos, les carousels, programmer, tout ça, est-ce que tu utilises tes partenaires, non? Talkwalker, Metricool, j'imagine. Ah oui, j'ai une pléthore d'outils Vas-y, derrière. Ouais, la vas-y, création de dis-moi. contenu, Ouais, principalement c'est Canva, mais après il m'arrive d'utiliser Adobe Express par exemple, ouais. ou il m'arrive d'utiliser aussi Flourish par exemple parce que c'est pas mal de données, que j'aime, des jeux de données. C'est quoi? Flourish, Je sais pas, Flor- je connais pas. Flourish, Flourish. Ok, ok. C'est pas bien pour faire par exemple des graphiques animés en vidéo. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En vidéo, oui, en vidéo, principalement j'ai utilisé CapCut. Ouais, Après, oui, TikTok, parfois on peut utiliser ça. Voilà. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'on a aussi pour l'analyse derrière? L'analyse en community management. Community management, j'ai beaucoup utilisé Metricool. ouais, J'utilise pas mal aussi Buffer, aussi, ouais. que j'aime bien. Ok, Ah ouais, j'ai des clients de haut de suite. d'accord. Voici à peu près les deux outils que j'utilise principalement. Et en social listening, du coup, j'utilise Talkwalker pas mal, et Ouais, j'utilise aussi Digiman. Par contre, ok. j'aimerais bien un jour voir un peu ce que font du côté de Visibren. Après, au niveau de l'influence derrière, c'est pour ça que j'ai plein d'outils, pour Oui, chercher les influenceurs, rechercher les top influenceurs. J'ai un compte Famicom, enfin, je suis ambassadeur chez Famicom, donc du ok, coup, je peux rechercher les top influenceurs sur LinkedIn grâce à ça. ouais. J'utilise aussi pas mal Upfluence, ça me sert pas mal. J'utilise aussi beaucoup AdAuditor en B2C, ça me sert, j'ai un accès en freemium qui me Ad sert pas quoi? mal. AdAuditor, Comment ça s'écrit? Hypeauditor. Et j'utilise aussi pas mal. Et là, du coup, je vais aussi pas mal. Je commence à utiliser un outil qui s'appelle Stellar. Ça peut Ouais, être intéressant à utiliser euh, derrière. Mais en soi, j'estime que c'est pas mal de luxe d'utiliser ça. Parce qu'en fait, comme moi, je travaille dans le domaine, du coup, il y a beaucoup d'outils SaaS qui me recommandent d'utiliser ça. Tu veux aussi ok. tu veux que je détaille aussi des outils en intelligence artificielle ou pas? Ah ouais, ouais, bah, est-ce que tu utilises pour ta production, enfin pour organiser tout ça, tu utilises des trucs comme Notion ou le Google Oui, Suite ou... plutôt Google Suite, mais j'étais un peu sur Trello et là j'essaie de me mettre pas mal sur Notion derrière. D'accord. Moi, l'objectif, c'est que j'essaie de toucher à tous les types d'outils pour essayer de comprendre tous les types de logique. C'est Ouais, pour ça, par exemple, moi j'ai un Mac et un PC. Et c'est pour ça que j'ai un Android aussi. ouais, Et trop moi, bien. j'aimerais bien avoir aussi un iPhone, mais plutôt reconditionné, bien sûr, hein, parce que sinon, Ouais, l'empreinte carbone elle va dépasser. trop Sinon, bien. Ouais, 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 ouais. non, mais c'est bien que tu te soucies de ça, tu vois. Ouais. Ouais, Et comme ça, ouais, je comprends un peu toutes les logiques de comment voilà, comment les gens utilisent les types d'appareils. Mais voilà, après, comme toi, j'ai pas hmm, mal de hardware aussi derrière. Mais en soi, pour en arriver à là, je dirais, c'est au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, ah, j'ai oui. besoin de ça, ben voilà, essayons de l'utiliser, et puis derrière, essayons de maîtriser au fur et à mesure ce qui se passe. Mais la Est-ce- démarche, c'est de dire, ah, je suis pas totalement satisfait de quelque chose, je dis, oui. ah, peut-être qu'il faut faire ça. Donc du coup, je me dis, bon, bah, la prochaine fois, je tente ça, on maîtrise ce qu'on a fait, et puis après, au fur et à mesure, on avance.
Mais Ouais. faut pas se dire, ah oui, j'arrive pas à faire ça, je suis bloqué, et voilà, restons sur restons sur ce que je sais faire. Moi, je trouve que ça fait qu'on est dans cet immobilisme derrière et qu'à la fin, on se fait dépasser si on continue de le faire de cette manière-là. Oui, c'est vrai. Bah moi, ouais, en intelligence artificielle, tu vois, j'ai utilisé GPT-4 là, jusqu'à il y a pas longtemps, et puis en fait, j'en ai eu marre. Enfin, je trouvais que les réponses étaient moins intéressantes qu'il y a 4-5 mois. Du coup, enfin, j'ai arrêté mon abonnement, je teste l'Ocha de Mistral maintenant, pour Mhm, voir. J'ai pas les mhm, mêmes résultats, j'avais des résultats quand même plus poussés sur ChatGPT 4 mhm. en marketing, mais je pense que ça va s'améliorer, tu vois. Ouais, il faut qu'il soit nourri, quoi, le chat, quoi. Donc, et toi, tu utilises quoi en IA? Bon, après, j'utilise d'autres trucs, des outils qui intègrent l'IA. Mhm, Bah, genre Notion intègre l'IA et moi, ça me fait bosser plus mhm, vite. Riverside, le logiciel sur lequel on est en train d'enregistrer en ce moment même. mhm, Riverside, c'est génial que j'enregistre notre épisode, tu vois. Après, mhm, je fais clic sur Magic Clip et après, il me trouve, enfin, il me génère genre 25 clips différents, verticaux pour les réseaux sociaux. mhm. Et après, je peux lui faire différents types de sous-titres. J'ai même pas besoin d'importer dans CapCut ou j'en sais rien, un logiciel. Et puis j'ai juste à le publier, quoi. Donc ça fait gagner un max de temps, par exemple. Ouais, c'est sûr que là, j'ai découvert cet outil et ça me permettra aussi par la suite de savoir un peu les points forts et les points faibles de cet outil. Riverside? Euh, Riverside, oui. Ouais, bah Et non, mais c'est il y cool, en a c'est d'autres. chouette. Ouais, Hmm, ouais, c'est chouette. ouais. Ouais. Ouais, Et de mon côté, vas-y. oui, l'outil en IA, comme toi, en fait, ChatGPT 4, en soi, Ouais, j'utilise pas mal parce que souvent maintenant, il permet aussi d'analyser des images oui, ou d'utiliser des agents GPT qui me permet d'avoir des prompts un peu spécifiques derrière. oui. Je pense qu'il y a même des prompts, des agents GPT spécialisés dans le prompt management. Je les connais pas, mais je connais par exemple Mais- AskPDF. Je utilise AskPDF par exemple sur ChatGPT 4 qui permet Ah, d'analyser le PDF en question ouais. et comme ça sortir vite, Ah, ça, rapidement c'est mortel. Ouais. les informations. Après, qu'est-ce que je peux utiliser? Bah, j'utilise aussi Dali, notamment parce qu'il est directement intégré sur ChatGPT, donc ça me permet de Hum, hum. sortir quelques images. Après, il faut faire attention sur celui-là. J'aime C'est pas. maintenant, Ouais. ouais, c'est ça. Il faut signaler que ça soit une intelligence artificielle parce que en fait, Oui, j'avais fait une obligatoire. campagne derrière avec Midjourney, du coup, pas avec Dali, mais avec Midjourney. Ouais. Et du coup, j'ai pris une photo et je me suis déguisé en hacker pour une campagne sur la cybersécurité. Sauf qu'en fait, il s'avérait que beaucoup de personnes ont cru que c'était moi. Alors qu'en fait, c'était juste une image générée par intelligence artificielle. Et que je trouvais que là, il y avait un côté dangereux de le faire de cette manière-là. Hum, Euh, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux utiliser aussi? Moi, j'utilise beaucoup. Alors, j'utilise plus pour des choses plus réalistes. J'utilise beaucoup Firefly de Adobe. Je trouve que, en fait, parce qu'on a des images qui sont plus des images commerciales. Hum, Et après, j'ai fait toute une série de vidéos derrière d'outils de création pour les intelligences artificielles. Je pense que le plus bluffant que j'ai testé, c'était Eleven Labs. Ça faisait ça. En fait, ça traduisait en temps réel des vidéos sur TikTok ou Instagram. Du coup, tu mets ton URL derrière sur Instagram ou TikTok et en fait, tu sélectionnes la langue et du coup, il va transformer par exemple ton français en anglais ou en allemand. hum. Et c'est très rapide à faire. Ça prend même pas une minute. Un truc de Il te fait malade. ça, et Ouais. voilà. Il y a, La technologie va vite. il y a un youtubeur là que je suis depuis pas mal de temps et enfin tu le connais sans doute, hein, il s'appelle Shubham Sharma. Euh, et lui, il a fait une vidéo là il y a un mois peut-être où il expliquait comment générer une vidéo où c'est lui qui parle avec sa voix, son intonation de voix, mais c'est pas lui. Il a jamais parlé en fait. C'est plusieurs IA combinés. Il explique hein, sa démarche, je crois, sa méthode sur cette vidéo sur la chaîne YouTube. Et la vidéo, on le voit parler, mais c'est pas lui qui parle vraiment quoi. Et moi j'ai l'impression que c'est lui parce que je le connais, enfin, je crois que Eleven Labs a été utilisé dans l'un des outils pour faire ça. Mais je me dis, mais purée, là, c'est vrai que l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est un peu inutile de faire ça, mais en fait, ça pourrait être utile à des fins politiques ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut être dangereux, quoi. Mais bon. Ah, je pense que non, ça a déjà beaucoup été utilisé, je pense pour ma part, dans le domaine du marketing. On le Ok. voit par exemple, par exemple là, j'étais en train d'utiliser, là en ce moment, je fais une collaboration avec Magic Post. Je sais pas si tu connais ça. Non. Par exemple, moi je pense que par exemple Magic Post ou du coup ChatGPT, du coup, c'est beaucoup utilisé par exemple sur LinkedIn pour créer du texte qui soit directement typé derrière.
C'est pour ça qu'on voit toujours beaucoup les mêmes accroches parce qu'en fait, ils utilisent le même type d'outils. Donc, en soi, même si parfois c'est pas visible, Oui, c'est c'est déjà vrai. beaucoup, c'est déjà pas mal utilisé. Alors, moi, Oui, l'approche que moi je fais, c'est tout le contraire. Mon approche, elle est empirique. Il faut que tu saches l'utiliser pour comprendre finalement où sont ses défauts, pour comprendre si c'est. Et je trouve que, et je regrette certaines personnes qui font ça, qui se disent ah non, moi je touche pas à l'intelligence artificielle parce que j'ai peur qu'elle pique mon travail. Et beaucoup de personnes hmm, ont des mauvaises conceptions de l'intelligence ouais, artificielle générative par peur, hmm, par peur derrière ou par éthique. Et je pense que derrière, oui, je pense que tu n'as pas une vue globale si tu n'as pas déjà toi-même hmm. fait la démarche d'essayer Ah d'essayer oui, l'intelligence artificielle. Et totalement, du ouais. coup, la voix oui, c'est intéressant, mais c'est aussi très dangereux. Ouais, C'est vrai je, que je ça, pense que le texte, tu vois, le texte, j'en ai fait sur LinkedIn. Enfin, moi, j'aime beaucoup ChatGPT 4 pour ouais. écrire mes pages de vente parce que c'est hyper rapide. Franchement, avant, je mettais 2 jours pour écrire une page de vente. Je mets franchement Mm. 3 heures, quoi. C'est un truc de malade mental. Mais c'est vrai que pour le marketing, ça se comprend encore et des fois, ça donne des idées. Mais purée, la voix et le visage, purée, tout ce que tu peux détourner. Enfin, et c'est là que tu te Mm. dis, waouh, là, c'est. Mais il Mais y a bon, des créateurs qui sont plaints. Par exemple, du coup, j'ai eu Nota Bene, par exemple, qui a dit qui s'est plaint que sa voix était reprise, par exemple, pour de la publicité derrière. Et donc, en soi, oui, il incroyable. y a un problème de copyright qui est déjà Ouais. effectué. Donc, il faut être conscient de ça, sur le fait que maintenant, toute personnalité publique peut avoir peut se faire détourner son contenu, aussi tout de suite signalé dès qu'il y a ce que là. Mais après, il faut aussi se dire, ah oui, c'est intéressant d'un autre côté. Tu vois, d'un côté, si tu arrives à exporter ta voix, rien ne t'empêche de te faire un influenceur virtuel. On sort une mascotte, un Oui. influenceur virtuel, Ouais. avec sa propre personnalité. Voilà, on sait que l'imiqué là, ça fonctionne très bien. Donc, d'un autre côté, Hmm. c'est aussi toutes les options de créativité que tu avais. Toutes ces choses que tu passais du temps graphiquement à faire. Hmm. D'ailleurs, bah, maintenant, désormais, tu peux moins faire du temps. Et donc là, Ouais. c'est aussi une question de comment tu arrives à explorer ça et comment tu, tu, Oui. tu peux l'exploiter. Mais, Hmm. mais du coup, en soi, c'est plus la question, c'est comment toi, tu vas te servir de l'IA finalement. Et en fait, ça dépend Hmm. où tu te places. Est-ce que tu t'en sers à des mauvais usages ou en faire des bons Oui. usages? Ouais, c'est ça. Ouais. En servir intelligemment. Ouais. Du coup, alors la dernière question que je vais poser pour conclure, là c'est plus une question pour les CM qui écoutent le podcast. Tu vois, je sais que il y a beaucoup de CM dans la communauté qui ont des difficultés pour trouver des créateurs de contenu. Bon, toi, tu t'en as parlé, hein, des outils Favicon, Upfluence, Stellar, il y a Hype Auditor, enfin, il y en a plusieurs des outils, mais qu'est-ce que tu conseillerais au-delà des outils pour trouver le bon influenceur, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut Bah, regarder en fait? déjà, moi, je pense qu'il faut être curieux. Déjà, c'est ça Hmm, la première hmm. chose. C'est-à-dire, si tu connais pas ton secteur, bah, forcément, Oui, derrière, bah, tu vas sélectionner forcément des influenceurs qui sont dans la top, on va dire oui, c'est sûr. les macro-influenceurs. Moi, je conseille des personnes au but, c'est les macro-influenceurs. Tu fais un compte derrière où tu suis tous les personnes de ton secteur. Pourquoi un compte atypique? Parce qu'en fait, tu vois, tout est régi par l'algorithme. Donc, du coup, c'est mieux de faire un compte où tu peux suivre principalement les personnes de ton secteur. Et derrière, et donc, ça permet de savoir un peu où sont les différents types d'organisations. Au début, forcément, tu as une approche macro-influenceur, mais au fur et à mesure, tu vas découvrir des micro-influenceurs par la suite qui pourront te servir. Alors pourquoi au début il faut faire un travail qui n'est pas chiffré? Parce que en fait l'influence c'est pas que des chiffres. En fait le principal critère de choix d'un influenceur, Hmm, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est ni le nombre d'engagements d'ailleurs, c'est la qualité du contenu. Et donc c'est pour ça que il faut toujours tout le temps regarder au début. Et après, une fois que tu as réussi à finalement faire cette estimation qualitative, là, je te conseille l'action de regarder d'utiliser des outils. Donc, on a pas mal. Famicom, c'est très bien en B2B parce que c'est le seul qui le fait sur LinkedIn. Sinon, ils utilisent beaucoup Hype Auditor, t'as aussi Code Square, qui est pas mal. hmm, Influence for You, même si là, ils hmm, sont à l'heure actuelle en difficulté. T'as hmm. Stellar, et donc on a pas mal. Si j'en ai un à conseiller à l'heure actuelle, ça serait plutôt Hype Auditor parce qu'en soi, en B2C, parce qu'en fait, c'est le seul qui propose en freemium les trois demandes. Mais c'est vrai que c'est pas donné. C'est pour ça aussi que le Hmm. travail qualitatif est intéressant. Après, au niveau des indicateurs, derrière.
Je te conseille pas de regarder. Je ne conseillerais pas de regarder par exemple, l'influenceur achète des abonnés pour le gonfler son abonné, ou il suffit aussi que finalement l'influenceur derrière a existé depuis longtemps, c'est pour ça qu'il a pas d'abonnés. Il faut plutôt regarder plutôt le nombre d'engagements, mais pas sur un poste. Il doit vraiment le faire sur 10 posts. Et voir un peu sa capacité aussi à générer finalement des commentaires sur le sujet. D'ailleurs, c'est le nombre d'engagements qui est en critère chiffré qui est le premier indicateur. Ok. Et après faire une liste au fur et à mesure, derrière, et à partir de là, tu peux du coup sélectionner l'influenceur en question. Voilà comment moi j'aurais fait ma méthodologie. Ah, c'est, Bon, après, ouais. Bon, il y en a d'autres, hein, comme oui, critères. Regardez mais s'il a travaillé avec c'est des marques et tout ça. vraiment, ouais, c'est top. Oui, travailler les différentes collaborations aussi, voir un peu avec qui ils ont bossé, à quel rythme ils font ça. Est-ce que c'est du, comme toi, c'est Ça, du 60-40 ou c'est du 100%, c'est la 100% manière sont de le sauf. faire. En fait, Ouais. moi, je dis tout le temps que la manière de le faire, c'est important. Est-ce que Mm. c'est par exemple, sur Instagram, je dis, oui, est-ce que par exemple, la créatrice de contenu, elle arrive à engager si elle se met pas en selfie? C'est quand même super intéressant Oui, comme débat. c'est Si vrai. elle arrive à engager en ne se mettant pas en selfie, en proposant que des produits, Mm. moi, je trouve que c'est super. Je trouve qu'il y a un talent spécial. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est important, ce que tu dis, ouais, le type de contenu. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Jonathan. Très Je t'en intéressant cette prie. conversation. Et je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout avec Jonathan Chan, qui est créateur B2B le plus connu en France. Et je suis très content de l'avoir accueilli dans mon podcast voilà, pour cette raison et aussi pour tout ce qu'on a dit juste avant. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi, Julien. Merci pour cette invitation. Et ravi d'avoir discuté avec toi. Voilà, donc allez découvrir son travail sur LinkedIn, sur Threads, sur Twitter X. Bon, je me trompe à chaque fois. Je vois même beaucoup tes vidéos sur TikTok et je trouve que j'aime beaucoup tes vidéos également sur TikTok. Donc allez-y, allez voir ce qu'il fait. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le community management pour vous développer, pour vos clients. C'est super. Voilà.